pour tout le monde. Comme ça, au moins, celui qui est français, on sait qu'il est français, qu'il n'est pas autre chose. Ça empêche aussi aux autres de dire oui, t'es autre chose, aussi. Alors, invitons Ozon pour le remplaçant. Bah oui, Ozon, peut-être qu'on l'invitera, oui, bien sûr, Laurent Ozon, oui, oui, on en parlera. Le grand remplacement, hein. C'est qui va vous remplacer, des mecs comme moi, c'est ça? Vous avez peur, hein? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, Tepage fait ce rapprochement entre ethnie blanche et identité française simplement par transposition de ce que, par exemple, Kémy Séba, pourquoi son combat, lui, serait légitime et pas celui de Rissen. Mais tout à fait, mon cher Eleftheros. Mais moi, je ne suis pas dans le combat de Kémy Séba. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que aussi vous intégriez. Hein, Kémy Séba, c'est le leader, c'est vrai, du panafricanisme noir, mais moi, je ne me place pas dans sa position. C'est-à-dire que justement, je ne fais pas état de ma couleur. Vous savez, pour moi, la couleur, en fait, n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que c'est quelque chose, je ne le vois pas, en fait. C'est pour ça, c'est quoi? C'est un taux de mélanine un peu plus important qui dérange? Non. Et peut baser en plus toute une idéologie. En plus, alors là-dessus, absolument pas. C'est du communautarisme mal placé. Penser que quelqu'un, parce qu'il appartiendrait à votre groupe ethnique, est forcément quelqu'un de bien et qui vous veut du bien, je trouve ça aussi ridicule que croire au Père Noël ou croire que la Terre est plate et que on pourra marcher sur le soleil. C'est complètement dingue. Croire ça, même voilà, au 21e siècle, je trouve que c'est une aberration. Après, s'il y a des gens encore pour penser comme ça, eh ben, je les laisse. Mais moi, je suis à des années-lumière de cette position-là. Hein, qu'on se le dise, voilà. Et quand je dis le combat légitime, Rissen fait ce qu'il veut, Kémy Séba fait ce qu'il veut. Ils font leur combat. Hervé Rissen, on pourra même l'inviter, il n'y a pas de problème, qu'ils viennent parler, etc. Mais moi, je ne crois pas en son combat. Voilà, c'est tout. Je ne le crois pas. Je ne crois pas en un combat d'une race blanche, etc. Au nom d'une race blanche. Et comme je vous dis, moi j'ai un gros problème, métis, alors vous allez me mettre où, hein? Parce que les mecs comme lui, bah, ils vont me dire quoi? Retourne en Afrique, hein? Bah oui, t'es pas tout à fait blanc, donc t'es pas tout à fait français, donc t'as pas tout à fait le droit d'être ici. Voilà, ça va être compliqué tout ça, hein. Comment on va faire? Alors on va établir des quotas, puis ça va finir quoi? Comme en Israël, vous savez, les rabbins doivent établir le taux de judaïté des jeunes mariés. Alors c'est quoi en France aussi? On va établir le taux de francité. Alors ouais, non, non, non. Non, je trouve que là, c'est donné. Expliquez-moi à quel moment la France s'est basée, à un moment donné dans son histoire, sur un comportement racialiste. Moi, si je l'analyse, ce comportement racialiste de la France et de l'identité française, il apparaît à la fin du 19e siècle, véritablement, lorsque on part en guerre coloniale et en conquête de l'Afrique. Et à ce moment-là, on invente tout un tas le code d'indigénat, etc., etc., etc. Mais je ne vois pas à quel point et à quel moment la France, dans son histoire, justement, à part dans cette construction de l'identité française républicaine, hein, parce que n'oublions pas que ça, c'est la République, hein, pour les fous de la République, qui a ramené ça. Voilà. Donc, à un moment donné, moi, je me pose la question. Alors, on va me dire, ah oui, mais c'est pas la vraie République. En tout cas, c'est la Troisième République. Voilà. Donc, à réfléchir. Voilà. Alors là, je vois que ça débat sur cette affaire de double nationalité et d'identité. C'est pas mal. Alors, voilà, j'adore Eleftheros qui me dit, mort de rire, te pas peu cher le cul entre deux chaises, je comprends que tu choisisses ni l'un ni l'autre. Bah oui, j'ai pas envie de choisir. Parce que pour moi, je ne me sens pas appartenir, justement. Je ne vois pas pourquoi j'accorderais plus de confiance à un noir parce qu'il est noir et qu'il serait censé être mon frère, ou à un blanc parce qu'il est blanc et qu'il serait censé être mon frère, juste sur le simple critère qu'il soit noir ou blanc. Je trouve ça, mais d'une... Pardonnez-moi, c'est même plus de la légèreté, c'est une bêtise, mais une bêtise folle. Hein. Et de pouvoir, voilà, je vais reprendre, il y avait une expression de Cardet, j'aimais beaucoup ici, qui avait dit, moi j'ai pas de frères de couleur, j'ai des frères d'armes. Voilà. Et j'apprécie beaucoup, voilà, moi j'ai des frères d'armes, je n'ai pas de frères de couleur. Je me moque de la couleur, en fait, pour tout savoir. Voilà, je me moque complètement de la couleur. La couleur n'a aucune importance. La couleur, c'est quoi?
Alors, je suis pas médecin, c'est quoi? C'est une hormone, la mélanine, ça, c'est ça, c'est quoi exactement? Ou alors, je sais pas exactement comment on appelle ça en médecine, pardonnez-moi, je suis pas chimiste ni médecin. Mais voilà, c'est quoi? C'est un taux de mélanine qui est un peu plus important. Alors, on va faire comme Michael Jackson, je vais m'enlever. Non, faut arrêter. Non, 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 non. Franchement, non, je tombe pas dans ce discours-là. Et je n'y crois pas. Mais bon, c'est voilà. Tepa, t'es du Labi Camerounais. Non, moi, mon cher, j'ai appartenu au RG, les renseignements gabonais. Mais ça, c'est une longue histoire. Voilà, je suis pas Camerounais. Moi. Je représente le Gabon. Vous voyez, même en Afrique, hein, voilà, un Gabonais, vous n'allez pas lui faire dire que c'est un Camerounais. Jamais. Jamais. Un Gabonais, c'est un Gabonais. Un Camerounais, c'est un Camerounais. Hein, voilà, c'est comme voilà, c'est pour ça qu'on nous parle des Africains, les Africains. D'ailleurs, même Kémy Séba, je lui en reparlerai probablement de cette intervention qu'il a eue dans son émission, où justement on lui reproche de ne pas être sénégalais, ce qui est énorme. Donc dans l'émission à Dakar, hein, j'entends hein, bien sûr. Donc vous voyez, hein, c'est un peu comme moi, j'arriverai là-bas, mais de quoi tu te mêles, mais toi t'es même pas français, machin. Alors non, c'est énorme. Donc voilà. Ah, Alex B me fait plaisir, me dit être français, c'est pas une question de couleur, c'est une histoire d'amour, on l'aime et c'est tout. Et ben voilà, moi je suis entièrement d'accord. Moi j'ai plus des définitions plus simples comme ça de la France, hein, parce que la France, machin, voilà. Alors, il me dit, ER frère, te pape, d'où mon pseudo, égalité, réconciliation frère. À titre d'info, je suis français d'origine immigré, ancien militaire, donc carrément d'accord. Voilà, ER frère, bon bah on est d'accord, ça tombe bien. Non, mais c'est vrai, je pense, de toute façon, voilà, c'est une question. La France, c'est une construction politique. Rappelez-vous les exemples. Je veux dire, c'est l'histoire qui nous marque. Hein, alors, on va reparler des rois racistes, puisqu'on nous a dit que les rois étaient racistes. Mais bon, les rois, quand même, ils avaient même accordé aussi au Canada, on pouvait avoir la nationalité française, il suffisait de devenir catholique. Et les Indiens ont pu devenir français. Hein. Donc, et ça a été comme ça dans l'histoire de France. Il faut arrêter la France. Dans le fond, le français ne se base pas sur la race. Mais comment voulez-vous qu'on parle d'une race française alors que vous allez avoir des grands blonds aux yeux bleus peut-être du Nord et des petits bruns aux yeux noirs de Marseille. Et tous les deux sont français. Alors elle est comment la race française? Parce que moi, même là, sur le tour, on a rencontré des Français avec des noms français, je vous assure, ils avaient des têtes d'arabe. Hein. Alors comme disait tout à l'heure, oui, c'est la race blanche, la France, ben, le mec s'appelle Jean-Jacques, il a une tête d'arabe. Comment on fait? Ça devient compliqué. Après, les histoires justement d'ethnie, de race. C'est pour ça que la nation, pour moi, l'identité, c'est quelque chose qui doit être plus profond et qui doit dépasser ce simple clivage de la race. Ce clivage de la race, pardonnez-moi, c'est n'importe quoi. Voilà, le taux de mélanine, ils nous disent de la Mélanésie, plusieurs îles polynésiennes, petite Micronésie, petites îles, ouais. La Mélanésie, oui, exactement, oui, oui. En plus, c'est marrant, on a appelé ça la Mélanésie justement pour dire que c'était les Noirs. Donc voilà, c'est la réalité. Hein, alors, on me dit quoi encore? De pas ton point de vue est très rationnel. Maintenant, on peut nier que le physique d'une personne, et pas que sa couleur d'ailleurs, est partie intégrante de sa construction, de ses rapports aux autres. Le problème, c'est peut-être et surtout de ne pas dépasser la barrière du physique, de ne pas dépasser la barrière du physique dans les rapports à autrui. Ah, c'est peut-être surtout le fait de ne pas dépasser la barrière de physique dans les bains. D'accord. Oui, ouais, mais si on lui accorde de l'importance à chaque fois justement à cette barrière du physique, nous-mêmes, une fois même qu'on a compris que cette barrière était stupide, et on l'érige carrément en idéologie politique, parce que c'est ça, in fine, moi je ne suis pas d'accord. Enfin, moi je ne souscrirai pas en tout cas à cette idéologie. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je ne suis pas obligé de souscrire à cette idéologie, je suis désolé. Hein, après nous dire que oui, la couleur d'une personne fait partie intégrante de sa construction et de son rapport aux autres, totalement. Et c'est de ce point de vue-là que, justement, je peux affirmer le plus haut possible que, au Dieu, jamais quelqu'un n'ait voulu me retirer ma francité. À part, peut-être, lorsque j'ai affaire à l'administration. Vous savez qu'on arrive dans une préfecture et qu'on me demande si je suis français, que je dis oui, et qu'on me dit si je suis pas. Ouais, mais ça, on n'est pas sûr. Voilà. Oui, mais je suis désolé, j'ai jamais eu d'autre nationalité depuis ma naissance. Vous voyez. Voilà, c'est le genre d'imbécile qu'on peut rencontrer dans un guichet de préfecture qui va vous sortir une connerie pareille. Mais quand je parle de la population française, je suis désolé, non.
Non. Je sais pas. Moi, voilà, je ne peux pas le dire. Voilà. Alors, ER frère, ouais, t'es pas Dachner. Ouais, bah ouais, Dachner, je parle comme ça, mais je pourrais. Non, j'imite très mal l'accent du Nord. Je ne me moquerai pas de mes frères du Nord, de ma famille. Voilà, tu vois, en plus, c'est même pas de pou, quoi. Le mec, je suis du Nord, en plus, tu vois. Là, vous comprenez, quoi. Non, comme vous dites, dans la construction, c'est un loup, quoi. Non. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore sur le chat? Alors, Tepa, que penses-tu d'une mutualité généralisée à tous les niveaux, c'est-à-dire d'un collectif sans capitaux pour l'intérêt général sans tomber dans le communisme primaire? Oh, bah les mecs, bonne chance, hein. Bonne chance, hein, parce que faire des projets à beaucoup, c'est compliqué. Maintenant, j'y crois. J'y crois qu'effectivement, l'homme, il est fait pour des petites solutions, c'est des petites structures, et des petites structures à taille humaine. Et que c'est gérable, mais c'est dur. C'est très très difficile. Ce qui est le plus dur, c'est peut-être pas de s'organiser ou de faire les choses. Ce qui est le plus dur, c'est de mettre de côté son ego. Voilà, quand il y a une communauté. Et une fois qu'on a peut-être passé ce passage de l'ego, bah ouais, on arrive à faire des choses intéressantes. Mais c'est dur, c'est très dur. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Alors, qu'est-ce que me dit Nain Jardin? Il me dit, est-il possible de ne plus parler d'identité comme un élément permettant de comparer les personnes? C'est un mauvais concept, parlons plutôt de nationalité, de culture. Bah oui, mais dire que l'identité n'existe pas, c'est faux, justement, parce que moi, justement, l'identité française, je l'aperçois, à mon sens, comme une identité ouverte. C'est-à-dire que la France est ce pays où justement, le noir, le chinois, le machin, le tout ce que vous voulez, peut devenir français, peut appartenir à la France. C'est pour ça que c'est important quand même de définir l'identité, qu'on ne peut pas dire que c'est une question comme ça, hein, à la volée. Hein. D'ailleurs, le débat sur l'identité nationale de Sarkozy, hein, bon, qui avait tourné évidemment au pugilat contre les musulmans, mais ça on le savait à l'avance. Et c'est pour ça que c'est important, parce que définir juste l'identité, c'est un tout, quoi. La nationalité, la culture. Alors évidemment, ça en fait partie, mais il faut aller au fond des choses. Allons au fond des choses. Donc c'est pour ça que l'identité, quand on parle pour moi d'identité, c'est le tout dans son ensemble. Ça prend tout en compte. Parce que c'est ce qui va vous définir après, alors pas en tant qu'individualité, mais l'identité du groupe, quoi. Et donc à laquelle vous appartenez quand même. Hein. Donc ouais, c'est quand même. Moi je fais pas, je pense que oui, c'est le terme qu'il faut adopter. Hein. Hein, voilà. Ah, on me demande qu'est-ce que je pense de l'ananassurance. Mais moi je pense que c'est une bonne initiative. C'est une très bonne initiative. J'attends de voir ce que ça va donner. Comme on a sans jeu de mots, Dieu donné, mais bon, ce qui est, voilà, c'est qu'est-ce que ça va donner, mais de base, c'est une bonne initiative. Allons taper là où ça fait mal, allons concurrencer là où j'ai envie de dire, il se gave le plus. Donc, moi, oui, l'identité, je veux dire, l'ananas assurance, je suis plutôt emballé. Je suis plutôt emballé. On va voir ce que ça va donner maintenant, j'attends de voir. Hein. Je suis pas. Ah, on va pas dire dans les boules de cristal, j'en sais rien ce que ça va donner. Hein. Ah, RNUI, une petite réflexion sur la politisation de R. Ah, tiens, je m'attendais à cette question, à vrai dire. Alors, je prends un petit coup avant de répondre, parce que après, ça c'est ce genre de truc, tu vois, ça fait des histoires. Mais je suis obligé de dire ce que je pense. Bon, comment je vois la chose? Pour moi, on me dit c'est pas une blague ça, non, c'est absolument pas une blague, hein, c'est très très sérieux. Pour moi, cette politisation, enfin politisation, puisque Soral annonce qu'il va créer un parti politique, etc., parce que Marine Le Pen, justement, ne fait pas le boulot, etc., euh, j'ai le sentiment, si vous me demandez, mon sentiment profond, hein, puisqu'on me pose la question, pas une réflexion. Bah, ma réflexion, c'est de me dire que pendant des années,
Alain Soral a soutenu, Marine Le Pen a soutenu le Front National, enfin pas Marine Le Pen vraiment, mais plutôt le Front National, certains éléments du Front comme plutôt Jean-Marie et Philippot. Au début quand même il a été avec Marine, puis ça s'est mal passé, les partis, etc., etc. Mais il a quand même toujours conservé, on va dire, une certaine forme de promotion envers le Front National, qu'il a défendu bec et ongle souvent, etc. Et puis, voilà, on me dit fais gaffe à ce que tu vas dire de là. Et donc, moi, j'ai constaté qu'ensuite, le Front National, Alain Soral s'en est éloigné, enfin, très idéologiquement, il était quand même, avec justement ER, de plus en plus loin des idées du Front National. Pour moi, même si beaucoup de gens dans le Front National, dans ER, je sais, conservent un attachement au Front National, et lui-même le conservait, puisqu'il défendait, etc., même quand jusqu'à ce qu'il vienne ici, mais il voyait bien que c'était une Bastille qui devenait de moins en moins défendable. Et puis, il y a eu, on va dire, les sorties dernières, alors là, qui ont achevé, hein, je veux dire, Choprade et tout, la France doit dans l'intérêt d'Israël, etc. Enfin, la sionisation totale, hein, la soumission du Front National aux intérêts sionistes, ça l'a achevé, je pense, de me convaincre, de dire non, là, je ne peux plus, là, ça va beaucoup trop loin, parce que là, il est, comme il dit, il avait dit lui-même ici, qu'il reste le même, mais qu'à un moment donné, si les lignes bougent trop, c'est pas. En fait, finalement, c'est les lignes qui bougent. C'est que toi, tu veux rester le même. Et là, c'est un peu pareil. Le Front National, maintenant, il est vraiment très loin de lui. Il a du mal à justifier, peut-être, certainement, une forme d'affiliation, une forme de. Même encore de soutien, dans la mesure où le Front National, maintenant, a clairement affiché son jeu, hein. Donc, euh, je pense qu'il y a une espèce de sursaut d'orgueil de sa part de vouloir créer son parti politique pour aller en plus manger dans les terres du Front National, si j'ose dire, puisque c'est un parti qui va se créer, j'imagine, un parti patriote, etc., etc., etc. Donc, je veux dire, il y aura tout sauf le côté choc des civilisations, pas de sionisterie, etc. Donc, une espèce de patriote sincère. Est-ce que pour autant le pari sera difficile? À mon sens. Alors j'ai eu des personnes de R, on en a parlé, on a échangé, etc. Un peu. Apparemment, ce serait certaines personnes, tout le monde n'est pas d'accord, il paraît que ça fait l'effet d'une bombe, hein. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est les réseaux sociaux, hein. J'ai lu, machin, etc. Ça fait l'effet d'une bombe parce que tout le monde n'était pas au courant, etc. Et donc ça fait l'effet d'une bombe auprès des adhérents parce que, effectivement, ER avait une position d'association, c'est-à-dire, comme l'expliquait Soral lui-même, plutôt un rôle d'influer sur le débat politique sans être acteur à part entière, c'est-à-dire sans, je veux dire, le mec qui se met, comment dire, qui influence lui directement de sa personne, qui va se présenter dans les élections. Or là, évidemment, le pas est franchi, parce que si on fait un parti politique, si enfin R crée un parti politique, à ce moment-là, bah, j'imagine bien que Alain Soral va se présenter lui-même à des élections, être en avant par rapport donc à ce parti politique. Quelque part, toujours dans ma réflexion, hein, on est toujours dans la question, quelque part, on sait, et ça c'est une évidence pour qui a analysé un peu cette dissidence et ce mouvement de révolte qui est né en France, pour qui l'analyse, on voit bien qu'il n'y a pas de fédérateur politique. Il n'y a aucun dénominateur commun entre tous les dissidents. Il n'y a pas de vitrine politique. C'est-à-dire qu'on a une dissidence intellectuelle, d'historiens, d'écrivains, de professeurs, d'économistes, de tout ce que vous voulez, d'artistes, de machin, mais vous n'avez pas, il n'y a pas de vitrine politique. Il y avait un parti, à mon sens, qui pouvait un peu tirer les marrons du feu sur cette affaire et qui pouvait devenir la vitrine politique de la dissidence, c'est l'UPR, évidemment. Sauf que l'UPR, dans ses choix politico-stratégiques, a décidé de se fermer complètement plutôt de ce public, on va dire, entre guillemets, dieudoniste soralien, et ne rien avoir avec lui, etc. Donc d'une façon aussi, c'est une façon sur le plan politique de se couper d'une grande partie des gens qui auraient pu être censés être des gens qui allaient voter pour l'UPR. Et donc, pour le coup, l'UPR a loupé ce coche de devenir effectivement le grand parti politique de la dissidence, quitte à devenir après, évidemment, aux yeux des médias, le grand méchant loup, le machin, etc. Mais de toute façon, ce que l'UPR sera quand même, à mon sens. C'est toujours encore dans mon analyse. Et donc, euh, quelqu'un comme
Alain Soral aujourd'hui, qui pour moi, évidemment, voilà, va créer son parti, comme je le dis, pour moi j'ai l'impression que c'est un sursaut d'orgueil du genre tellement eh ben, le Front National est parti trop loin, donc il a été trompé, mais lui-même a trompé les gens quelque part, puisqu'il les a amenés à les soutenir en disant non, mais il y a quand même un soutien, il voit bien qu'aujourd'hui ça ne tient plus. Donc la seule façon de réparer un peu, c'est de dire bah, moi-même je vais me présenter. Voilà, je vais aller au-devant. Seulement, est-ce que ce sera assez fédérateur? J'en doute. Euh, J'en doute, parce que peut-être que s'il a créé un parti, mais il ne faudra peut-être pas qu'il le crée tout seul. À mon sens, encore une fois, ma simple réflexion, voilà, à mon sens. Mais voilà, bien sûr qu'il a les épaules, bien sûr que c'est du lourd. Mais de son point de vue, puisque c'est quelqu'un qui a défendu le Front National pendant longtemps, peut-être qu'il faudrait qu'il crée ça avec un mec de gauche, tu vois, un autre, qui a un transfuge, tu vois, de l'autre côté. Voilà. Et là, ça prendrait du sens, peut-être, de créer quelque chose de vraiment nouveau, avec plus, voilà, un courant qui s'annonce comme un courant fédérateur. Or, créer une sous-filiale qui devienne une sous-division de R politique un peu, etc., je sais pas, je sais pas, j'ai du mal à voir ce que ça va donner au niveau du contenu. Mais maintenant, on peut être surpris, j'attends de voir, hein. C'est pareil, hein, c'est encore des projets frais. Donc là, moi, je vous donne mon analyse à chaud de pourquoi je pense que ça c'est en train de se passer, hein. Maintenant, ce que ça va devenir, ça, on n'en sait rien, hein. Dieu nous le dira, hein. Voilà, l'ESA me dit l'UPR, le grand flop. Voilà, l'UPR a un discours politique que ER ne parle pas de sionisme, ne parle pas de sionisme. Oui, c'est vrai, Canaric, ça c'est vrai. Justement, oui, c'est aussi un choix politique de l'UPR d'éteindre certaines questions, mais évidemment, dans la dissidence, entre guillemets, quand on dit dissidence, c'est-à-dire dans l'esprit de contestation générale, il y a des sujets sur lesquels on ne leur pardonne pas de ne pas évidemment s'exprimer, parce que c'est trop flagrant. Voilà, bon, mais évidemment, je connais ça. Alors, Topa, tu viens d'avouer à demi-mot que tu rentrais en politique avec R. Je savais que tu étais mon frère, mort de rire. Ouais, bah oui, mort de rire. Oui, j'ai fait un lapsus, j'ai dit oui, nous avons créé un parti politique. Non, j'ai rien créé du tout. Je suis pas lié à cette histoire de parti. C'est voilà, quand je disais nous, parce que je me plaçais, vous savez, voilà, dans la peau du mec, voilà, de Soral qui crée le parti. Donc je dis nous. Donc c'est comme un personnage, vous voyez, c'est compliqué, hein, voilà. Mais je ne crée pas de parti politique. Voilà. L'UPR fusion, bah déjà ce serait intéressant, déjà un parti Soral Asselineau, mon Dieu, vous imaginez bon, le bazar absolu, j'ai envie de dire. Alors, proposition principale de CNR, ERCAN qui dit ça. Ah, bah dans ce cas, pardonne-moi, mais je suis obligé de souligner, alors je ne sais pas si c'est vrai, on va voir, hein, si c'est ça, ERCAN, mais en tout cas, si c'est inspiré du programme du CNR, ce sera quand même un plagiat du programme de l'UPR, qui lui-même est inspiré du programme du CNR, je le rappelle, hein, j'ai participé de très près euh, à l'élaboration, donc je sais que voilà, c'est un programme qui est complètement inspiré du CNR, je peux le certifier. Je sais pas, voilà. Cyrine, l'ego est un vrai fléau pour la dissidence. Ouh, excellent. Tu m'étonnes. Mais c'est vrai. Ah, voilà, Chouard et Soral, ouais, ne sont-ils pas compatibles? Vous rêvez, Chouard et Soral ne sont pas compatibles. Ah, c'est voilà, c'est Judus qui dit non, ils sont pas compatibles. Ah, mais ça, je ne sais pas, ils sont pas compatibles, ils sont pas compatibles. Euh, ouais, bah, pour ça, ce serait ça. S'il y a un parti politique à créer en France, là, en ce moment, qui doit devenir la vitrine politique d'une idée dissidente, il faut que ce soit un parti qui fédère, justement, qui aille de Asselineau à Soral, qui aille en passant par Hilar, en passant peut-être même par, justement, Hervé Ryssen et tout le monde, vas-y. C'est-à-dire un truc qui prenne tout le monde en compte, mais ça va être compliqué. Tout le monde à la même table, le taux de mélanine risque d'exploser. Non, mais ça va être compliqué tout ça. Ça va être compliqué, hein. Franchement, ça se trouve, ouais, faudrait peut-être plusieurs parties dissidents. Mon Dieu, ça va être compliqué, hein. Ouais, ça va être compliqué. On me demande, tu votes pour qui? Mais je vote plus, moi. Donc, vous êtes tranquille, hein. Je ne vote plus, je n'ai plus été voté depuis 2012, je crois, j'ai pu voter.
Donc, non. Et à la base, j'étais plutôt à gauche. Non, j'ai jamais aimé les mecs de droite. Mais bon, c'était des idioties de gauchistes. Je suis guéri. Donc non, j'étais plutôt à gauche, comme beaucoup de gens en banlieue. De toute façon, la banlieue, le rap, ça a toujours été à gauche, hein. Il y a eu un monopole de la gauche sur la culture, sur la musique, voilà, ça a toujours été comme ça. Dire même quand d'ailleurs dans le rap, les mecs qui se sont présentés à droite, ils l'ont payé cher, hein. Je l'avais vu Doc Gynéco, Faudel, machin. Dès que vous avez vous affichez de droite en tant qu'artiste, ça coûte cher, ça coûte très cher. Donc voilà. Moi, j'étais clairement à gauche, mais par conviction, hein, parce que j'ai toujours pensé, oui, la gauche, c'est le social, c'est les gens qui sont là pour aider les autres, c'est ceux qui pensent à leur avenir, au prochain, etc. Ils sont pas racistes en plus. Voilà, donc la belle escroquerie. Donc une fois qu'on essaie de déformater ce discours-là, on voit que bon, bah, la gauche, ils valent rien. La droite, je les vois différemment, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'ils soient mieux, mais finalement, ils sont un petit peu plus francs, je pense. Que finalement, il y a un côté plus franc à droite, en tout cas, plus. Le mec, c'est un enfoiré, il dit je suis un enfoiré. Voilà. Ça, c'est un mec de droite. Moi, je suis un enfoiré, je vous emmerde, qu'est-ce qu'il y a? Bah voilà. Et à la limite, je préfère le bonhomme qui va me dire je suis un enfoiré et je sais à quoi m'en tenir, plutôt que celui qui me l'a fait, Joe Langui, ouais, non, on vous aime bien, voilà, à la valse, quoi. Ouais, quand je vais à Évry, les Palestiniens et tout machin, hein, et puis quand je suis musée intérieur, oui, l'avant-garde de la République et tout, les Juifs. Donc ça, non. C'est plus. Je hais la gauche pour ça. Aujourd'hui, je vois la gauche me débecte, en fait. Si vous voulez le savoir, le fond, il me dégoûte. Il me dégoûte au plus profond. Voilà. Et l'extrême gauche, elle aussi, m'insupporte. Alors là, je sais que mes propos, on pourra les reprendre, ils vont dire ah ben regarde, c'est un putain de facho, il a dit la gauche le dégoûte. Bah oui, la gauche d'aujourd'hui me dégoûte et l'extrême gauche m'insupporte. Hein, voilà, c'est-à-dire que l'extrême gauche d'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont les idiots ultimes du capitalisme, qui ne s'aperçoivent pas à aucun moment, hein, dans la grille de lecture, que l'Union européenne, c'est le poison absolu. Hein. J'ai eu une conversation, c'était juste là pendant les vacances, juste après le Métatour, avec comment dire, des militants de lutte ouvrière, hein, que j'ai rencontré dans une ville. C'était tout simplement surréaliste. Hein. Qu'est-ce qu'elle ose me sortir? Oui, le protectionnisme tue l'ouvrier français. Voilà. Voilà, c'est le genre de conneries qu'on entend à l'extrême gauche. Le protectionnisme tue l'ouvrier français. Hein, cette dame ne comprend pas qu'on a mis les Français en concurrence avec 1 milliard de Chinois, et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'usines en France et qu'il n'y aura plus d'usines, il n'y a plus d'ouvriers en France. Donc, à un moment donné, cette extrême gauche, hein, et à la fin, elle ose me sortir, bah oui, mais vous êtes contre les ouvriers. Non, non, mais je suis hors de moi dans ces moments-là. Il faut presque se retenir, parce que je vous assure, l'extrême gauche, ils sont insupportables, insupportables. Hein. Elle me parle de la révolution russe. Elle me dit ah mais vous respectez pas la révolution russe. Je lui dis mais cette révolution, vous rigolez ou quoi? Trotsky, il est venu avec ses hommes formés aux États-Unis. Mais oui, mais il devait y aller quelque part. Mais réfléchissez aussi. Alors le roi du communisme qui est payé par Rockefeller, et vous me dites qu'il fallait bien qu'il aille quelque part. Mais il n'était pas en Ouganda, que je sache. Il n'était pas au Cameroun ou payé par le Népal. Hein, il était payé par Rockefeller. Il logeait au Waldorf Astoria, l'hôtel le plus cher du monde. Hein. Donc, à un moment donné, c'est qui paye la facture? Un peu ce pauvre communiste, hein, qui pense qu'il faut abattre le système capitaliste. Il faut se poser la question. Et là, à un moment donné, les mecs de gauche, de machin, me disent calme-toi, calme-toi. Oui, je dis, l'extrême droite, il m'insupporte. Ils m'insupportent. Voilà. Et ils ont du mal en plus à sortir de leur matrice. Hein. Je veux dire, ils sont dans des dogmes. Vous savez, c'est comme à l'époque soviétique, quoi. Clac, 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 clac. Les mecs, tu peux pas les sortir de leur truc, quoi. C'est fou. Ah, c'est incroyable, quoi. C'est chaud. Donc, oui. Voilà, tu vois, si on me dit grave Mélenchon, s'il bosse pas pour le système, je suis bonne sœur, voilà, exactement. Ça, à un moment donné, c'est l'extrême gauche, ils sont insupportables. Parce que, alors, eux, ils sont attachés à des dogmes. Alors, soi-disant le dogme de la tolérance, mais les mecs ne vous écoutent jamais. Hein, ce sont, en plus, je vais le rappeler, parce qu'il faut en parler, hein, les antifas sont les mêmes qui agressent les gens, qui sont violents, qui utilisent la menace, qui utilisent les mêmes méthodes que la LDJ. Je les mets sur le même plan. Il n'y a pas de différence entre les mecs de la LDJ et les antifas. C'est la même racaille. Hein. C'est-à-dire que ces gens-là qui s'auto-prétendent d'un ADN authentiquement antiraciste, en fait, t'agressent dans les manifestations
D'ailleurs, t'agresses à plusieurs sur une personne, hein, parce que c'est toujours comme ça, c'est un peu comme la LDJ, hein, ce sont des grands courageux ces gens-là, évidemment. Hein, et ensuite, ils imposent comme ça leur idée, ils imposent leur idéologie, et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te traitent de facho, un peu comme de l'autre côté, si tu n'es pas d'accord avec eux, on te traite d'antisémite. Donc c'est la même, je les mets dans la même sac, et ce sac-là, je le prends, je le ferme, et hop, on la voit, Arnaud Klarsfeld. Non mais, franchement, non mais... Voilà, c'est plus possible, donc je vous assure. Et il va falloir, je pense, cette année que tout ça évolue un peu de leur côté, mais on va agir en sorte. Bon, c'est l'heure de la deuxième pause, hein, avant la troisième partie. Et voilà, on me dit heureusement que t'as pas rencontré des amis du MPA, lol, tu m'étonnes de l'espérance. Non, mais les luttes ouvrières, ils étaient gratinés, je vous jure, c'était chaud. C'était vraiment très très difficile. Bon, on va faire la petite pause, la régie, elle est prête. Voilà, on va se détendre, on va aller boire un thé, et on revient juste après vous la régie. Voilà, de retour, après ce petit intermède, retour un peu speed. Voilà, donc... eh ben, écoutez, on a parlé, c'est vrai, on en parlait de vraiment, voilà, oui, Mosinor, trop fort, les gars, moi aussi, nous aussi, on adore. Et bon, voilà, on a parlé de ce parti, bah écoutez, on attend de voir un peu hein, comment ça va se passer, le parti politique d'égalité et réconciliation. Donc il y en a beaucoup qui me disaient, oui, mais c'est vrai que ER, c'était déjà... Alors, ça avait déjà, on va dire, c'était presque un pré-parti politique, quoi. C'était déjà un proto-parti presque. Donc, il y a aussi une forme d'évolution logique. Pour ER, peut-être, vu de la dimension, l'apport qu'ils ont dans le débat, bon, bah, pourquoi pas. Maintenant, bah, écoute, on verra. Hein. Un petit mot sur le débat Chouar-Attali. Bah, Attali fidèle à lui-même, imbuvable, un... Chouard, il en place quelques-unes qui sont intéressantes, mais on ne le laisse pas beaucoup s'exprimer. Euh, Moi, j'aurais préféré un débat que Chouard-Attali, oui, effectivement. Et aussi qu'on puisse laisser Chouard quand même répondre à l'argumentaire d'Attali qui était Attali, quoi. Je veux dire, le mec imbuvable, qui vous coupe tout le temps la parole, etc. Bon, c'était... moi, ces débats de télévision m'insupportent un peu. Alors, c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir ces visions-là, se confronter, mais le mode de fonction de ce débat m'insupporte parce que, évidemment, on n'a pas le temps de parler. Il y a un parti pris manifeste pour l'un des interlocuteurs, etc. Donc, bon, bah, on essaiera d'en faire, nous, des débats. Donc, j'ai dit ça, peut-être que ce sera pas peut-être à la hauteur, j'en sais rien, mais on va en organiser aussi. Mais en tout cas, ça durera plus longtemps que sur France 3, hein, ça c'est sûr. Hein. Vraiment. Alors,